Bonjour à toutes et tous. Code Monde, vous avez effectivement l'air très attentif. J'ai écouté juste à côté là, ce qui était dit, c'était très intéressant. Je vais rebondir sur les derniers, ce qui a été partagé juste à la fin. On a également un cloud de confiance. La notion des clouds souverains est très importante aujourd'hui, avec les sociétés Orange et Capgemini, Bleu. Et donc, ça va permettre également à tout un chacun de pouvoir contrôler ces données avec des acteurs de confiance sur le territoire français. Donc voilà, c'était pour le petit préambule. Sébastien Imbert, je suis le CMO pour Microsoft en France, où j'œuvre aux côtés de l'ensemble des divisions à développer la notoriété, l'usage, l'adoption de nos solutions cloud notamment. D'ailleurs, ce premier slide qui a été fait ici a été produit avec une petite requête toute simple en auto-généré sur PowerPoint, avec le visuel qui était à côté, que je n'ai pas réalisé, ce qui est pratique quand on fait des slides. Ah merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pas moi qui parle là. J'entends une petite voix à côté, je sais pas d'où ça vient. Pas mal. Ça, c'est un effet de l'IA. J'étais en train de me dire, j'ai pas inséré ça dans la slide, c'est curieux. Ça a échappé à personne. On est en train d'entendre une période un peu particulière, dans une ère de transformation accélérée de façon irréversible. On est rentré d'une certaine manière dans un monde de connectabilité, ou je dirais d'interconnectabilité sans limite, de personne à personne, de personne à objet, d'objet à objet, d'objet à personne, de personne à avatar, d'avatar à avatar, et ainsi de suite. Et ce, de façon visuelle, textuelle, de façon encore qui reste à inventer. Je dirais que tout est possible. Et ça, c'est un des effets directs de quelque chose qui était encore il y a quelques années perçu comme... hop, je vais revenir sur mon slide précédent. Il n'y a pas l'animation, c'est pas grave. C'était perçu comme quelque chose qui était juste une commodité, comme une possibilité. Aujourd'hui, c'est une commodité qui est le cloud. Le cloud est omniprésent, c'est une question qui occupe tous les esprits, qu'on soit... À l'époque, on était DSI, on se posait ces questions-là. Aujourd'hui, n'importe quel décideur métier connaît le cloud et sait que c'est devenu une nécessité. Et le carburant essentiel de toute solution cloud est la data. Le fait d'avoir une gouvernance data est un facteur aujourd'hui absolument essentiel de compétitivité, tant pour l'entreprise, mais également au niveau individuel, de bien comprendre comment ça fonctionne. Juste pour quelques petits chiffres que vous connaissez probablement, aujourd'hui, on est sur un ordre de 50 milliards d'objets connectés prédits d'ici à 2030. Et puis, d'ici à 2025, 175 zeta-octets de données produits à l'échelle terrestre. Alors, un zeta-octet, c'est 10 puissance 21. Vous faites le calcul, c'est assez large, difficile à modéliser. Et on peut se demander, mais pourquoi autant de données produites? Eh bien, il y a plusieurs facteurs d'explication. Un facteur qui va grandement enrichir ces données, c'est l'IA générative, dont vous avez sans doute entendu parler ce matin, dont vous entendez parler beaucoup actuellement. McKinsey a fait une étude il n'y a pas longtemps et indiquait que 1% des données produites par l'IA générative, enfin 1% des données produites à l'échelle terrestre l'étaient par l'IA générative en 2021. Et ça va passer un peu plus de 10% en 2025. Donc on voit l'impact. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est lié, je dirais, aux interactions qu'on peut avoir de part et d'autre, aux filtres survitaminés qu'on peut avoir sur des TikTok ou Meta, etc., qui génèrent de la donnée, bien sûr, et puis tout ce qui est lié aux interactions, les objets connectés, ainsi de suite. Donc tout ça génère énormément de données. Et le fait de pouvoir la maîtriser au mieux est vraiment un facteur clé. Moi, je me dis que la mission, la proposition de Microsoft de permettre à chaque individu, chaque organisation autour de la planète de pouvoir réaliser des ambitions n'a jamais été autant valable qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de fournir des services, des outils à tout un chacun pour que l'impact de l'entreprise puisse être le plus grand possible. Et des services qui nécessitaient des centaines, des milliers d'heures en R&D dans les entreprises auparavant sont disponibles via API de façon extrêmement simple, en quelques clics, ou avec des compétences techniques, je dirais, tout à fait implémentables dans les entreprises et customisables. Donc là, je pense que toutes les personnes dans cette salle sont convaincues que le fait de faire des investissements dans des architectures data et de développer une culture data au sein de l'entreprise est un facteur unique de croissance. Notamment dans un contexte où les budgets sont contraints, donc avoir des stratégies
de captation, de développement de sa first party data pour l'interpréter au mieux, notamment aussi avec les réglementations, avoir une first party data très forte, c'est hyper important. Ça offre un potentiel absolument unique. Il y a une étude d'Harvard Business Review qui indiquait que les entreprises qui capitalisent au mieux sur leurs investissements data avec un data lake à part entière, une base de données référente, une gouvernance partagée au sein de toute l'entreprise, du comité de direction, l'ensemble des collaborateurs, peuvent augmenter leur chiffre d'affaires jusqu'à x4, ce qui est absolument énorme. Et ça s'accélère parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on parle non plus de data platform, mais d'intelligent data platform, avec de très nombreux services cognitifs, de très nombreux services d'analyse de données qui sont présents dans ces plateformes-là. Et avec la démocratisation de l'IA qui est en pleine accélération ces derniers mois, et plus particulièrement depuis 2021, on est entré dans cette ère de l'intelligence augmentée, où on peut dire du copilotage, du copiloting, pour parler en bon français, au quotidien, grâce à l'IA et grâce à l'interprétation de ces données. Donc tout ça pour dire, je pense que vous êtes convaincus qu'il y a une vraie nécessité à investir et à se pencher, à se former sur tous ces sujets. Alors, petit moment culture intelligence artificielle. Je pense que vous connaissez pas mal ces éléments, mais c'est quand même intéressant de se dire que c'est pas si récent que ça. Avec l'essor de l'informatique dans les années 50, sur les premiers modèles, il y a des chercheurs qui avaient un rêve qui était de mimer des fonctions cognitives de nos personnalités humaines. Donc les premiers algorithmes ont été développés à ce niveau-là. Et puis dans les années 90, il y a eu des avancées avec les premiers modèles de machine learning. Mais ces modèles de machine learning, donc d'auto-apprentissage à partir d'un dataset, d'un ensemble de données, étaient limités à certains domaines, à certaines fonctions spécifiques. Ce n'était pas multifonction, multidomaine. Et puis, dans les années 2000, avec l'accélération des usages Internet, on est rentré dans l'ère du deep learning, c'est-à-dire que le nombre de paramètres et de domaines sur des classes de machine learning s'est étendu et donc a permis d'aller beaucoup plus loin sur des dispositifs d'analyse de données, de production de données grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'était encore pas démocratisable, plutôt dédié à des data scientists, à des personnes qui étaient vraiment dans le sujet. Ça commençait à être présent dans des produits sans qu'on s'en rende compte, mais on n'est pas encore à l'ère de la démocratisation. La démocratisation, elle est vraiment, actuellement en cours, avec l'émergence de l'IA générative et de nombreuses sociétés que je représente et de nos concurrents aussi qui ont fait des travaux absolument fantastiques dans ce domaine-là. Et puis OpenAI, dont tout le monde a entendu parler, qui à partir de 2018, avec le modèle GPT, contribué à ce qui se passe depuis quelques mois et les releases dans le domaine public depuis fin novembre 2022. Là, c'est juste pour illustrer que nous, ce qu'on a fait dans le domaine de l'IA, c'est aussi une histoire de longue date. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide, mais je dirais qu'il y a juste quelques éléments à retenir. En juillet 2019, on a scellé un partenariat avec OpenAI. Donc, Satya Nadella et Sam Altman se sont vus pour travailler sur de l'intégration forte. Et puis par la suite, il y a une accélération, continue sur l'ensemble de nos produits et l'intégration des services d'OpenAI. À quoi correspond ce partenariat? À 3 choses. 1. Tout ce qui est fait côté OpenAI, tout ce qui est fait sur OpenAI repose sur le cloud Microsoft Azure. Le cloud Microsoft Azure qui a développé un hypercomputer, un ordinateur à réseau neuronal très développé qui permet d'avoir cette puissance de calcul associée aux services développés par OpenAI. Le deuxième niveau de partenariat, c'est que depuis quelques mois, quelques années, nos produits embarquent des briques d'OpenAI et tous nos produits vont embarquer des services OpenAI. À l'instar, par exemple, de Bing avec ChatGPT 4 ou de Microsoft Copilot 365 qui a été dévoilé le 16 mars dernier, qui est un brique du GPT 4. Et donc, c'est un partenariat qui est étroit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les services cloud, donc nous le proposons, d'autres acteurs le proposent aussi, mais là, nous, on le propose exclusivement avec OpenAI, ces modèles de large language model, ces modèles liés à OpenAI, vont pouvoir être customisés par les entreprises, avec leurs règles également de fonctionnement et leurs règles de contrôle. Donc je pourrais, par rapport à un domaine particulier, par rapport à un secteur d'activité, utiliser ce service-là par rapport à mon entreprise. Et ça apporte, je dirais, une valeur extrêmement importante, et c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que tout est possible, et tout est accessible, je dirais, assez facilement avec ces services cloud. Et sur
toutes les fonctions, je dirais, de l'entreprise, tous les domaines, que ce soit sur l'ERP, du CRM, du collaboratif, du travail au quotidien, du développement et ainsi de suite. Je pense que vous êtes familier avec, vous avez déjà joué avec ces services-là. Mais là, grosso modo, à date, les services d'OpenAI reposent sur 4 niveaux de service. Il y a GPT-3, j'y reviendrai après, pas confondre GPT et ChatGPT. Donc, pour générer du texte à partir de données textes qui sont introduites. Codex, je ne sais pas s'il y a des développeurs parmi vous, mais ou qui utilisent GitHub, mais quand on utilise GitHub Copilot, on ne peut plus s'en passer. Le niveau de code qui est généré et la précision est juste impressionnante. C'est remarquable. Et en langage naturel, par exemple, on peut générer un jeu assez facilement, ce qui était impossible auparavant. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec DALL-E. Je vous invite à le faire. C'est juste incroyablement puissant pour les créatifs. On arrive sur du rendu d'image proche de la photo en langage naturel, avec des prompts en langage naturel. Et puis ChatGPT, qui est bien connu aujourd'hui avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, qui est cette interface conversationnelle, ce chatbot qui permet d'interagir assez facilement avec des prompts textes. Là, on voit quelques exemples qui sont assez intéressants. Sur le premier, je mets un article en anglais sur des pièges fiscaux dans lesquels ne pas tomber. Et donc, à partir d'une URL qui propose un article en anglais, j'ai un résumé en français qui est proposé et qui est plutôt pas mal. Là, j'ai regardé même pas mal du tout. Sur des queries SQL, il peut très, très facilement créer une query SQL pour sortir toutes les cellines de ma base qui sont sur la région de Lyon. Je peux également, d'un point de vue créatif, proposer des éléments visuels en lien avec mon entreprise que je pourrais réutiliser assez facilement. Et puis également d'un point de vue support, je ne parviens pas à allumer ma Xbox. Vous verrez ici, la réponse est assez probante. Et donc on voit bien d'un point de vue agent conversationnel ce que ça permet de faire d'un point de vue service client. Il n'y a pas ce slide-là, je l'avais rajouté hier soir, je ne pense pas qu'il ait été pris en compte, mais c'est une réalité. Il y a une boîte comme CarMax aujourd'hui, fait 10 millions de dollars d'économies par an grâce à ces services-là, avec de l'analyse dans tous les avis clients en temps réel de ce qui est produit, la génération de contenu pour que l'engagement et la vente de véhicules soient plus efficaces, plus rapides. Et ils économisent en moyenne 10 millions de dollars par an. EY estime qu'ils gagnent 250 000 heures de collaboration dans le cadre de leur nouveau service d'audit de documents qu'ils ont mis en place. Et ces services-là permettent de gagner un temps extrêmement important. Et puis également une entreprise qui s'appelle Progressive, qui aujourd'hui a, je crois qu'ils estiment qu'ils gagnent l'équivalent de 20 millions de dollars en gains liés au traitement automatisé de 200 000 requêtes clients réalisées par mois sur leur interface. Et avec des réponses qui étaient... Dans le passé, on a tous utilisé des chatbots. C'était pas génial, hein. On peut se le dire, on n'a jamais été... Moi, le premier. Là, ça y est, ça commence. Enfin, je ne sais pas si vous avez testé. C'est assez disruptant, j'ai envie de dire, avec cette capacité à amener du traitement humain et de l'amélioration. Là, les services clients sont totalement impactés par ce qui arrive. Je ne vais pas du tout rentrer dans un cours de chat GPT. Il reste 1 minute. Donc voilà, juste il y a les illustrations, les gains d'impact. Juste, si vous n'avez pas vu les démos, le 16 mars, on a annoncé Microsoft 365 Copilot, c'est juste bluffantissime. Enfin, moi, ça pose pas mal de questions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer cette petite vidéo. Je vais juste peut-être la passer pour que vous voyez les... Ah, ça ne marche pas. Je vais juste... Celle-ci. J'en ai d'autres, mais c'est pour vous montrer un petit peu les scénarios qui sont une réalité aujourd'hui. Document déjà existant, et à partir du document existant, il va m'en faire une synthèse et me proposer un plan d'action lié au document qui existe. Donc je peux imaginer un référentiel de documents, il va me les analyser et me faire un plan associé à ces documents ou me faire une analyse de l'ensemble des documents existants. Je peux résumer des conversations aussi qui ont été faites en temps réel ou automatiser la création de slides et d'animations au sein de ces slides. Les démos là, que j'ai vues en temps réel sont assez déconcertantes. Sur Excel, c'est bluffant aussi. L'analyse des données qui sont faites sur un tableau Excel, sur des fonctions qui sont un peu compliquées, ou qui nécessitent pas mal de VBA, là sont ultra implicites, ce qui est hyper intéressant.
J'ai mis pas mal d'exemples autour de Word, d'Excel. Vous pourrez jouer avec, il y a les liens. Juste, alors Viva Sales, il y a des commerciaux, Viva Sales, c'est dément. Ça fonctionne avec Salesforce Dynamics 365. Ça permet de faire des synthèses de scripts clients, de scripts liés à des rencontres, enfin des synthèses liées à des rencontres qu'on a avec des clients, de remonter l'information automatiquement dans son CRM. On sait que les CRM aujourd'hui ont un problème, c'est la qualité des informations qui sont rentrées par les sales. Là, c'est vraiment incroyable parce que les sales sont aidés pour avoir une meilleure sanity, une meilleure santé sur leurs instances CRM. Et donc, je vous invite à jouer avec Viva Sales. Et dernier point, il y a un cas de McKinsey ici, qui n'est pas lié à Microsoft, mais je vous invite à le lire parce qu'ils estiment que dans l'industrie du luxe, de l'industrie avec des services comme tout ce qui est lié à GPT, va permettre de générer 150 milliards à 250 milliards de valeur incrémentale, voire de profits incrémentaux pour l'ensemble des acteurs du luxe. Donc on voit que le mouvement est en marche, il y a plein de choses à se réinventer, à réinventer, à inventer, et ça va juste être passionnant à nous toutes et tous de se former et de nous poser les bonnes questions. Se former où d'ailleurs, Sébastien? On se forme où là-dessus? Alors tous les acteurs aujourd'hui proposent des certifications sur l'IA, nous on en propose. Et puis il y a des écoles qui existent aussi en France qui sont très bonnes. Genre quoi? Genre, alors ça dépend. Si on est très très bon en maths, qu'on n'est pas passé par un circuit traditionnel, ben, je prends l'ENSAE, etc. Non, mais je veux dire quand on est professionnel et qu'on veut comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA, comment est-ce qu'on peut se former à ça qui est quand même très récent? Eh bien, je vais vendre ce qu'on fait avec Microsoft Learning. Et Microsoft Learning, on a beaucoup de contenus certifiants aussi qui permettent de le faire. Et comme vient de le dire la jeune dame juste en face de moi, en jouant avec. La très jeune Iman, magnifique. en jouant avec. Et puis il y a les écoles de l'IA qui ont été faites également pour des personnes qui souhaitent se reconvertir. Merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir tous. Merci Sophie Tamine pour m'avoir aidé à monter cette matinée. Ça, c'est une petite danseuse qui danse toute seule. C'est un peu ce que vous avez fait en clôture. Donc voilà. Merci Anna Litz pour ces jolies respirations. C'était bien dense. Et puis, à bientôt. Il y aura un compte-rendu lundi dans Petit Web. Et puis, donc, avec notamment les liens de Sébastien, etc., vous allez retrouver tout ça. Il y a tout le papier là de Iman qu'elle ne veut pas repartir avec. Donc, servez-vous. Voilà. Et puis, vraiment, un grand merci pour être venu jusqu'à nous aujourd'hui.